vais à présent appeler sur scène David Norin, directeur e-commerce d'Etam, Arnaud Barbier, directeur associé de View One, et Jérôme Renoux, Regional Sales Director de Akamai, pour nous présenter un cas en particulier justement sur le défilé connecté d'Etam. Est-ce que tout le monde est là? Très bien. Est-ce que Benoît, tu peux du coup lancer la vidéo? Effectivement, tous les ans, on essaye d'apporter une petite brique en plus. On a commencé le premier défilé il y a 6 ans avec un live qui durait 30 minutes. Aujourd'hui, on est à plus de 10 heures de live donc sur la journée, ce qui fait que en fait, c'est clairement un live show qui s'est construit au fil des ans avec des expériences un petit peu plus poussées chaque année. L'objectif de base était pour Etam? L'objectif, en fait, c'est vraiment de démocratiser le défilé, surtout en lingerie, puisque en fait, des défilés de lingerie, il n'y en a pas beaucoup. Aujourd'hui, Etam en fait, fait l'ouverture de la Fashion Week. Donc c'est aussi un événement qui est relativement attendu. Et puis effectivement, nous, il y a l'expérience utilisateur sur le digital qui est très importante. Donc des contenus, il y en a beaucoup. Il faut réussir à se démarquer. Aujourd'hui, le Live Show Etam, on verra les chiffres tout à l'heure, je vous les donnerai. Ça devient vraiment impressionnant. Alors ça se construit effectivement avec une vraie histoire à raconter en fait. C'est pas juste de mettre un tuyau. D'ailleurs, là aujourd'hui, c'est retransmis aussi en live, donc sur le site. Du coup, est-ce que tu peux peut-être rappeler rapidement ce que tu fais avec View One pour bien qu'on comprenne le contexte? Oui, alors View One, on est spécialisé d'abord dans la digitalisation d'événements et dans la production de contenu. Voilà, donc ça peut être pour de la VOD et du live. Donc on est très centré nous aujourd'hui sur le live puisque on voit bien que le web aujourd'hui, plus on est dans l'instantanéité, mieux c'est. Un événement qui a eu lieu il y a une semaine, on voit sur les courbes de trafic des grosses montées de charges sur du live. Sur de la VOD, effectivement, c'est un petit peu plus lissé, sauf quand il y a une opération de com qui est ponctuelle et où là, en fait, on voit vraiment des comportements d'augmentation. Puis, c'est pareil, c'est tout ce qui est viralisation, socialisation des événements. Voilà, donc tout ça, en fait, c'est vraiment, on va voir un petit peu ce que j'ai fait, c'est vraiment de faire une présentation du début de l'événement jusqu'à la diffusion live. Et on va pouvoir... Alors, juste une question avant. Est-ce que tu as vraiment vu une évolution et une redynamisation autour des événements avec le digital ? Clairement. Et puis en plus, on l'a entendu plusieurs fois, il y a une notion d'engagement. Voilà, on va chercher l'internaute vient, mais il faut lui proposer automatiquement une expérience pour qu'il revienne déjà. Et puis voilà, on fait quand même... c'est une opération de communication, donc il faut faire parler de soi. Derrière, il y a à peu près, 1000 articles qui sont générés en RP sur le live show. Il y a aussi un vrai engagement puisque l'événement est quand même très annoncé en amont sur du plan média traditionnel, de l'affichage, des abrédus, etc. Donc c'est couplé. On le voit bien, nous, aujourd'hui, sur des gros événements, puisque on a cette chance quand même de couvrir des gros événements. S'il n'y a pas quand même de plan média associé, les statistiques forcément vont avec. Voilà, donc c'est vraiment un ensemble.
Je te laisse donc du coup présenter le dispositif avant, pendant et après le défilé. Voilà, donc la première chose à faire déjà effectivement c'est d'annoncer l'événement sur le web. Donc là en fait on a la digitalisation de l'événement, elle est à peu près sur 3 semaines. Donc 3 semaines en amont, on envoie en fait une page avec ce carton d'invitation digital. Donc en général on reçoit un carton d'invitation pour venir à un événement. Là en fait c'est vraiment un carton d'invitation pour participer effectivement à la digitalisation du live. Donc là, vous pouvez vous inscrire avec un reminder, etc. Et tout de suite, vous pouvez vous inscrire déjà sur tous les réseaux sociaux. Hein. Je peux liker la page Facebook d'Etam. On a un petit peu tous les médias qui sont représentés. Puisque aujourd'hui, c'est vrai que la stratégie d'Etam, c'est de se déployer un maximum partout, donc se donner vraiment le maximum de visibilité. Voilà, donc là, on a ce carton d'invitation. Ensuite, on a forcément des petites vidéos de teasing qui annoncent l'événement. Et puis là, effectivement, on a de la chance puisque Etam, c'est quand même des produits, là en l'occurrence sur la lingerie, qui sont assez sexy, donc ça fonctionne plutôt pas mal. Le timer vous permet justement de pouvoir savoir exactement quand le live va avoir lieu. Vous pouvez l'ajouter à votre calendrier, vous avez des reminders. Alors là, on ne fait pas de push mail pour des save the date, etc. On le fait avec d'autres clients. Et avant le live, justement, il y avait cette possibilité d'interaction. Il y avait parce que c'est bien de renvoyer des gens sur une page live où il y a écrit que c'est dans 2 jours ou 3 jours, mais est-ce qu'il y avait d'autres choses autour qui étaient mises en place ? Alors pour l'instant, cette année, non, il n'y avait pas énormément de choses en fait sur le mode avant, à part la vidéo teasing. Si, partager le player, bien entendu, puisque tout de suite, c'est ce qui est intéressant. D'ailleurs, avec le player view on, ça nous permet justement de pouvoir partager le player de l'événement avec du mode avant, du teasing et tout le contenu qu'on veut associer. Et ce player-là, en fait, ne change pas. L'URL du player ne change jamais. Ça veut dire qu'on peut vraiment travailler sur cette digitalisation avec vraiment la distribution massive du player qui basculera tout seul en fait des différents modes qu'on va voir. Donc là en fait c'est le mini-site événementiel dédié qui est en responsive. Donc là ça permet effectivement d'avoir un site événementiel qui va s'adapter à tous les devices. Donc ça c'est pareil, hein, c'est une vraie problématique pour la digitalisation des événements, c'est qu'aujourd'hui on a quand même du trafic qui se fait aussi sur mobile. Quand on voit les résultats statistiques, on voit bien que la première consommation vidéo, elle ne se fait pas encore via le mobile. Hein. De mémoire, on doit être à entre 8 et 10% en fait, sur le live show. Faut savoir qu'on monte très très haut déjà en termes de qualité, puisqu'on attaque aussi directement la distribution des flux depuis la HD. Donc on envoie le plus gros flux, c'est du 4,5 mégabits, ce qui nous permet quand même d'avoir une qualité, une très très bonne qualité, et on a un flux qui va s'adapter justement au débit des internautes, et on descend assez bas, y compris pour les mobiles, à part ceux qui ont la 4G mais qui vont exploser leur forfait. Les personnes peuvent regarder vraiment de bonne manière. Là, ce qui est intéressant sur ce mini-site événementiel, c'est que, je l'ai entendu tout à l'heure, la vidéo ne suffit plus, quoi. Il faut vraiment proposer autre chose, des contenus. Et puis, avoir cette espèce d'événement global digital. Donc les gens dans la salle, forcément, voient que le défilé. Mais là, vous pouvez voir, en fait, il y a 3 rubriques qui sont identifiées. Donc la vidéo. Donc là, on voit en fait sur la page de gauche, on a la vidéo et 2 petites vignettes vidéo. Donc là, c'était pour le mode avant, puisqu'on va proposer en fait du contenu alternatif au live show lui-même, c'est-à-dire qu'on va dans les coulisses, on va à la rencontre des mannequins, des créateurs, on peut voir les séances de maquillage. On ne va pas encore dans les cabines d'essayage non plus, il ne faut pas exagérer, mais voilà, on essaye vraiment d'aller au cœur du système, et en l'occurrence, là pour Etam, c'est un vrai intérêt,
puisque c'est un vrai live show. Hein. L'objectif, c'est ça, c'est pas de faire uniquement un défilé où on a les mannequins qui défilent, mais c'est un vrai concert. Il y a des artistes. Il y avait Lilywood and the Pricks, Snoop Dogg qui nous a fait aussi un concert après. Voilà, donc c'est très poussé. Et là, justement, dans les looks, est-ce que tu peux nous expliquer, parce que tu me disais donc, que les mannequins arrivaient, tout était fait en live. Tout à fait, je vais y passer juste après. Donc là, sur le mode pré-live, justement, c'est pour revenir à ce que je disais tout à l'heure, on a fait à peu près 10 heures de live. Vous avez, alors bien entendu, la vidéo, et puis les 2 petites caméras que vous pouviez sélectionner. Et ce qui est intéressant, sur le mode live, on a fait disparaître ces caméras alternatives. Pourquoi ? Pour concentrer les hits, puisque les statistiques sont aussi un élément assez important. Donc on veut concentrer en fait vraiment la visibilité du live show lui-même. Et du coup, voilà, on bascule cette interface de mode en mode. Donc l'URL, elle change jamais et tout est vraiment, voilà, on a un vrai parcours. C'est comme si on crée une vraie émission de digitale avec des éléments contextuels autour de la vidéo qui sont différents à chaque étape. Les looks. Donc les looks, en fait, c'est vraiment donc tous les ans, on fait toujours voilà un petit truc en plus avec Etam. On a essayé le live 3D qu'on avait retransmis dans les cinémas pâtés. Voilà, tous les ans, on fait des expériences comme ça, un petit peu inédites. Et là, en l'occurrence, on a développé un back-office qui nous a permis de gérer tous les looks en direct. Donc on avait les photographes qui faisaient les shootings en live. Et dans le back-office, on avait rentré, bien entendu, tous les modèles. Et au fur et à mesure en fait, que les shootings arrivaient en fait, dans notre back-office, on avait cette possibilité de publier en live les modèles et d'associer cette publication au site e-commerce. Donc là, ça a été une vraie première pour Etam. C'était de pouvoir ouvrir la distribution des produits disponibles pendant le live lui-même. Alors quand on allait sur les looks, justement, on avait préparé, donc tout ça se passait vraiment en live. On avait préparé du coup tous les petits les produits qui sont associés justement au mannequin avec tout son maquillage. Donc quand vous cliquez sur l'image du mannequin, vous aviez cette pop-up qui s'agrandissait. Et sur le live, en fait, pour pas perdre de temps, on avait créé en fait une wishlist, voilà, qui nous permettait en fait de ne pas rediriger immédiatement l'internaute vers le site e-commerce, puisque l'objectif c'est vraiment de le garder pour le live sur notre mini-site événementiel, mais de pouvoir à la fin du défilé, avec ma wishlist, je pouvais aller directement sur le site e-commerce et faire mes achats sur les produits disponibles. Donc là, on avait en plus au niveau marketing le petit coffret Etime Live qui était offert avec toutes les commandes. Et la dernière partie, donc c'était toute la socialisation de l'événement avec un wall, un social wall qui reprenait en fait, qui faisait remonter en back office tous les hashtags qu'on avait définis sur Etime Live Show. Et là, on remontait toutes les photos de Twitter et d'Instagram. Donc c'était une vraie volonté en fait d'axer en fait la socialisation uniquement sur de l'image. Voilà, on ne voulait pas récupérer de tweets. Pourquoi ? Parce qu'on était sur une expérience très visuelle. Voilà, donc le tweet en fait en lui-même ne nous intéressait pas plus que ça. Est-ce que tu as, bon c'est dommage David n'est pas là, mais est-ce que tu as quelques chiffres justement en termes de viralisation de ces images non, ça c'était David. Ouais. Voilà. En tout cas, ça a très très bien marché, ça a marché très très fort. Vous allez, quand je vais vous donner les stats tout à l'heure, vous allez comprendre. C'est vraiment pour nous la plus grosse opération qu'on ait faite aujourd'hui live en France sur une marque. Après, effectivement, je pense qu'au niveau des médias, on arrive à des statistiques qui sont bien supérieures. Mais pour une marque, on était sur un événement live, on est vraiment très très content. La modération là sur le wall se faisait a priori pendant le défilé. Donc en fait, notre back office, pareil, il est évolutif, ce qui nous permet de modérer tous les contenus pendant le live lui-même et puis s'assurer que tous les contenus correspondent bien à la volonté de com à l'instant T. Et une fois que le défilé est passé, au bout de 2-3 jours,
on passe en modération a posteriori, puisque les posts sur le live show, forcément, sont quasi inexistants quelques jours plus tard. Voilà. Alors, sur le succès du live et notamment le nombre de consultations qu'on a faites, forcément, ça passe par la démultiplication des sources de diffusion. Forcément, l'iframe est intégrable dans sa totalité en fait sur n'importe quel site. Je pense notamment aux blogueurs qui sont assez friands aussi de récupérer des contenus. Comme ça leur permet d'alimenter leur blog, de pouvoir commenter derrière, etc., de réagir. Là, on donne vraiment la possibilité d'aller intégrer tout ou partie du mini-site événementiel, avec la possibilité d'intégrer uniquement le player et le social wall, uniquement le player et le module e-commerce. Voilà, donc on pouvait vraiment faire cette intégration de manière très très simple. Le player lui-même est partageable, on peut le tweeter, on peut le partager également sur Facebook, sur Google+. Voilà, donc on essaye vraiment de donner un maximum de visibilité, hein. Alors autour de ça, bien entendu, on a développé un réseau partenaire avec des sites médias. Je pense notamment à l'Équipe, à Melty, au Figaro. Voilà, des sites avec des grosses audiences, avec une intégration qui est propre à chacun, puisque là, en l'occurrence, des fois, on va s'insérer sur la home avec des petites spécifications. Donc nous, Vuon, on a on fait ce travail d'accompagnement aussi avec tous les sites partenaires, et ce qui fait que on s'assure correctement quelques jours avant que tout se passe correctement, que tout va bien fonctionner, puisque c'est vraiment une garantie justement qu'on assure à Etam. Donc c'est dommage que David soit pas là pour valider ce que je vous dis, mais voilà, on a cette garantie de diffusion à 100%, et sur un événement comme Etam, on peut pas dire ça risque de pas marcher. Voilà. Alors justement, pour garantir la qualité de diffusion et le soutien, peut-être que Jérôme, toi tu peux un peu expliquer Akamai ce que vous faites, parce que c'est peut-être pas évident pour tout le monde. Vous êtes très important, vous êtes derrière ce type de dispositif, d'événements digitalisés, de diffusion des vidéos. Donc rappelez ce que vous faites, et puis voilà, comment est-ce que vous vous êtes plugué avec l'équipe d'Arnaud? Alors Akamai fonctionne, non? Allô, c'est bon. Donc Akamai est une société américaine. Donc effectivement, on est plutôt, on va dire, la machinerie sur ce type d'événement. Akamai est une plateforme cloud de services massivement distribués sur Internet qui offre un portefeuille d'outils qui permet principalement de sécuriser, de diffuser et donner un certain nombre d'informations sur les contenus qui vont être diffusés au plus proche de l'internaute. Donc en assurant une qualité de service, puisque nous sommes nous-mêmes implantés au cœur des réseaux, le plus proche de l'internaute final. Donc en l'occurrence, pour des marques comme Etam ou pour des marques comme Vuon, on va intervenir, nous, principalement sur la diffusion. Donc on va être un élément important technique de la diffusion, et on va assurer une certaine qualité de service. Ça va passer à travers différents challenges. Pour nous, le principal challenge va être d'être capable de fournir ces flux, d'assurer la diffusion de ces flux en permanence à n'importe quel moment, et quelle que soit l'audience. L'audience, elle peut être très importante, et c'est notamment un peu les effets de buzz que l'on retrouve aujourd'hui, avec des pics de trafic souvent incontrôlés. Donc ça va nous obliger à avoir des prédispositions importantes en ayant des équipements massivement distribués sur Internet pour être capable d'assurer la diffusion de ces flux. Donc là, en l'occurrence, c'est des événements live, hein, donc on a des pics de trafic qui sont très momentanés. Quelques instants après l'événement, les équipements sont sous-utilisés, donc il faut qu'on soit capable et c'est vraiment l'intérêt du cloud, hein. Le cloud, c'est ni plus ni moins que de la capacité massivement disponible à la demande à un instant précis sur un lieu géographique précis, donc ça va être notre rôle. Également, on parlait de remontée d'informations. Arnaud évoquait les analytics. On va, acheminant ces flux à l'ensemble des internautes, on va être capable de comprendre cette audience. On va être capable de fournir un certain nombre d'informations sur la nature des flux, les débits qui ont été utilisés, sur quel type de terminaux
ces flux ont été utilisés. Alors justement, je crois juste que Arnaud, toi, tu as une slide pour présenter ces chiffres. Oui, juste à la fin. Bon. C'est dommage parce que comme il est en train d'expliquer, autant qu'on ait une base. C'était celle d'après. Et ben voilà, on n'était pas loin. Tu la commentes ou... Ouais. Alors voilà, en fait, là où on est très content, c'est que on a commencé le live Showtime il y a, donc là c'est la 6e année. On avait quelques dizaines de milliers de connexions sur notre premier live. Et aujourd'hui, on a fait 2,1 millions de visiteurs uniques, avec un nombre total en fait de vidéos vues à 4,6 millions et 233 000 visiteurs en simultané. Voilà, ça a été donc pour nous, c'est vrai qu'Akamai pour le coup est extrêmement important dans le workflow, puisque là, comme vous le voyez, hein, on arrive là, ça représente du 7 gigabits seconde en fait en pic de trafic. Donc ça parle peut-être pas à tout le monde, mais c'est quand même une sortie de contenu qui est très importante. Là, pour la première fois cette année, on a pris cette décision justement de cacher l'intégralité du mini-site événementiel sur Akamai, justement pour pas avoir d'éléments qui puissent avoir quelques soucis de délivrance pendant le live. Voilà, donc cette infrastructure Akamai pour nous, elle est essentielle, hein, elle est au cœur du live. De toute façon, c'est vrai que même les grands médias aujourd'hui transitent quasiment tous par Akamai. Hein, ça reste une des plus grosses plateformes au monde. Hein. Voilà, donc ces chiffres-là sont très importants. Et on voit bien en fait ces pics de trafic avec le début du live et puis le pic justement au moment du live show lui-même. Voilà, donc en tout cas, c'est l'annonce en fait sur... vous voyez, c'est cette petite histoire qu'on raconte de dire, on diffuse pas juste un défilé de 20 minutes, mais toute une émission. On constate effectivement que ça prend, puisque les gens ne sont pas là juste 30 minutes, hein, ils sont là quand même pendant plusieurs heures d'affilée. Voilà, donc aujourd'hui, notre réflexion pour l'année prochaine, c'est qu'est-ce qu'on pourra offrir de plus encore aux internautes. Et puis je pense que ça va passer par la créativité dans notre manière de concevoir l'émission en fait, du live show lui-même. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on est en phase de créativité exacerbée sur le web, on le voit bien, il y a beaucoup de choses à faire. Hein. Tout à l'heure, on parlait d'IPTV. Nous, c'est vrai qu'aujourd'hui, on travaille avec déjà les prochaines évolutions techniques. Je parle notamment de MPEG Dash, qui va être justement pour nous une vraie nouveauté en fait dans notre réflexion, puisqu'on va pouvoir délivrer à partir d'MPEG Dash le même contenu de manière adaptive sur de l'HTTP. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais on va pouvoir adresser du web, du mobile et de l'IPTV avec la même vidéo. Et pour nous, ça va être du coup un nouveau terrain de jeu. Pourquoi ? Puisque moi, je crois beaucoup en fait aux téléconnectés. À toutes ces applis, je vois ma fille, elle est déjà friande de Zouzou parce que c'est simple pour elle, elle prend la télécommande, elle va chercher toute seule, elle a 6 ans. Je me dis que demain, on aura le live show sur le mobile, sur le web, et on aura aussi le live show directement sur sa télé. Donc ça, c'est un élément qui est pour nous très très important et pour le coup, créer de l'interactivité avec tous les médias, y compris l'IPTV. Ça, et justement, toi, Jérôme, comment est-ce que tu t'intègres par rapport à ce que vient de dire Arnaud ? Et pour finir sur les 2 derniers points, notamment sur la sécurité des contenus. Alors, nous, on s'intègre en tant que facilitateur des marques et des éditeurs de contenu. On va leur simplifier la tâche dans le sens où le workflow qui va consister à mettre à disposition des contenus sur le marché, donc de préparation de ces contenus, d'encodage de ces contenus à tous les devices du marché. Donc on a des iOS, on a des Android, bref, on a tout un tas de formats très disparates et ça va encore plus loin avec les objets connectés. Donc on peut diffuser aujourd'hui de l'internet et de la vidéo sur n'importe quel objet à partir du moment où il est connecté à Internet et où il a un écran. Donc ça passe aussi par la domotique et par tout un tas de choses. Donc nous, on va simplifier ce workflow à l'origine vraiment pour réduire le time to market, c'est-à-dire que le temps que les marques vont mettre
un contenu à disposition sur le marché. Donc on va réduire ce délai en ayant donc cette plateforme massivement distribuée sur Internet. Le principe, c'est que l'éditeur de contenu va nous pousser un contenu unique, dans un format unique, et on va nous-mêmes adapter ce contenu, donc en le transformant. Alors c'est du transcoding, c'est du transmuxing, c'est tout un tas de termes un petit peu techniques. La finalité, c'est de se dire, on transforme ce contenu, on fait en sorte que ce contenu soit disponible sur tous les terminaux du marché, et bien évidemment sécurisé. Alors la sécurité est de plus en plus importante aujourd'hui. Pouvoir déformer, détourner du contenu, le remonétiser à travers un autre espace dans un autre pays, c'est quelque chose d'assez classique, c'est quelque chose d'assez courant. Le fait d'être ciblé par des attaques, on a entendu parler de tout un tas de mouvements, de groupuscules sur Internet qui génèrent des attaques sur des médias. Ça, c'est vraiment monnaie courante. Nous, aujourd'hui, on pèse 30% du trafic web mondial, donc on est très connu. On n'est pas connu du grand public, mais très connu de tous les gros diffuseurs de trafic. Et on est constamment sous attaque. En permanence, on subit des dizaines et des dizaines de milliers d'attaques de tout type, de plus en plus malicieuses, de plus en plus volumiques, de plus en plus pernicieuses. C'est-à-dire qu'on peut être sous attaque sans s'en rendre compte, on peut être sous attaque en s'en rendant compte, mais en ayant des contenus qui vont être réadaptés et diffusés et remonétisés dans d'autres pays. Donc ça va affecter notre marque, ça va affecter la monétisation de nos contenus. Donc on va vraiment faire en sorte de diffuser ces contenus sur l'ensemble des terminaux, de fournir des analytics, de faire en sorte que ces contenus soient sécurisés et de faire en sorte que les pics de trafic soient absorbés et que pour la marque, ce soit un événement vraiment lisse et simple, sans heurts et sans risque pour son contenu. Et juste pour finir, du coup, ton interlocuteur dans les entreprises, qui est-il ? Et est-ce qu'il est amené à évoluer ? Alors, ce sont plutôt des directions techniques, bien évidemment, donc très peu, je présume, de personnes présentes dans cette audience, mais ce sont plutôt ce qu'on appelle les CXO level, donc, mais c'est plutôt des CTO, des DSI, qui, eux, gèrent la sécurité, la diffusion des contenus. Mais justement, tu nous disais qu'aujourd'hui, on fait de plus en plus de créativité, on fait de plus en plus de formats vidéo et que les directions marketing ont besoin de comprendre ces enjeux techniques et il y a besoin d'avoir un rapprochement et un travail de collaboration assez étroite avec à la fois la partie technique, la partie marketing et du coup, toi, d'avoir ces deux facettes. Oui, alors effectivement, nos interlocuteurs sont progressivement en train de changer. Et de s'intéresser un peu plus à la partie technique pour mieux en comprendre les possibilités et les exploiter. Donc ce que l'on voit notamment, alors lorsqu'on parle de diffusion, nous on va intervenir sur l'enrichissement des players, ouvrir les players à certaines possibilités. Alors typiquement pour un événement sportif, on va ouvrir du multi-angle, du multi-caméra, on va pouvoir revoir les scènes d'un événement sportif sous différents angles, au ralenti avec des marqueurs sur une vidéo. On va pouvoir apporter l'historique d'un joueur de tennis, d'un joueur de foot, l'historique d'un événement en surimpression sur la vidéo, naturellement de la publicité intelligente, vive à travers de la vidéo, de la publicité ciblée qui va être intégrée à la volée avec des mécanismes d'ad insertion. Donc ça, c'est tout un tas de fonctionnalités qu'on est capable d'apporter. Et effectivement, là, on s'adresse directement à des interlocuteurs plutôt marketing, un peu moins techniques, qui vont après aller challenger un petit peu les DSI et les CTO en leur disant « Dis donc, j'ai vu des fonctionnalités assez sympas chez Akamai et View1 et j'aimerais bien pouvoir les mettre à disposition. J'aimerais bien pouvoir enrichir un petit peu l'expérience utilisateur avec des choses un peu plus challenging. » On voyait en préambule des vidéos à 360 degrés, etc. C'est typiquement pour nous des enjeux en termes de diffusion qui sont extrêmement importants parce qu'une vidéo, évidemment, à 360 degrés, encodée par 8 GoPro, je crois que c'était le chiffre, c'est des contenus qui sont très lourds à diffuser et de plus en plus exigeants. Très bien, merci beaucoup à tous les deux. Merci. Merci Arnaud, merci Jérôme, merci Perle.